Les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père, disait Guy Debord. Les médecins ne dérogent pas à cette règle. Et de manière continue, sans réserve ni lenteur, la médecine du plus grand nombre, celle qui compte par son efficacité et par son taux de remboursement, a presque complètement accompli sa mue de médecine clinique et humaniste en médecine technologique et statistique. C'est une évidence qui saute aux yeux. Le temps passé à écouter et examiner physiquement un malade, sans l'interface d'un appareil, ne cesse de décroître. Et que dire des aspects anthropologiques, culturels, sociologiques de la consultation? Ils ont quasiment disparu, sinon sous la forme négative de la résistance du patient à son consentement éclairé, ou sous celle, encore plus contrariante, de la panique qui saisit tel ou tel dans le froid tunnel de l'IRM. Inséparablement de l'influence grandissante de la technique sur la médecine, celle-ci s'est de plus en plus fragmentée, spécialisée, au point que la connaissance du malade est aujourd'hui considérée comme la sommation des connaissances partielles que chaque spécialiste met à jour dans son propre champ. Et l'une des conséquences les plus comiques de cette fragmentation est que la médecine interne, qui était autrefois la médecine générale hospitalière, est devenue de nos jours la médecine spécialisée dans les maladies auxquelles les spécialistes ne comprennent rien. La médecine, disions-nous, est de plus en plus technique, c'est peu de le dire. Récemment, un médecin proposait l'abandon pur et simple du stéthoscope sous prétexte que l'échographie lui fournissait sur le champ bien plus de données fiables que son oreille. Il n'échappe plus à personne que ce qui était autrefois considéré comme un examen complémentaire est maintenant prioritaire. Avant de soigner ou de comprendre, on veut voir. Et ce qui est infiniment précieux, pouvoir aujourd'hui, au prix d'un inconfort minime, sonder le corps humain, voir tous ses organes et tissus derrière l'enveloppe intimidante de la peau, menace par ses propres succès de périmer toutes les autres voies de la pensée médicale. La médecine est de plus en plus fragmentaire et technologique. Elle est aussi de plus en plus statistique. L'evidence-based medicine des anglo-saxons, qui orchestre aujourd'hui l'exercice médical, est une médecine qui prend de moins en moins en compte la singularité du patient et des situations rencontrées, au profit d'une logique des colonnes et des camemberts statistiques. Pour toutes ces raisons, la médecine contemporaine s'est progressivement affaiblie face à ces deux ordres de plus en plus puissants, l'ordre technocratique des administrateurs de la santé publique et l'ordre mercantile des fournisseurs de matériel médical et de pharmacopée. Ces deux ordres, l'ordre technocratique et l'ordre mercantile, ont certes des préoccupations contradictoires. Le premier, obsédé par les questions d'intendance, veut administrer la médecine comme une grande entreprise. Le second pousse médecins et malades vers un consumérisme galopant de techniques diagnostiques et de traitement. La loi, enfin, qui appuie ses jugements sur les recommandations savantes, arbitre presque toujours en faveur de l'inflation technique et très rarement sur une économie clinique éclairée, ce qui pousse inévitablement chaque médecin à la surenchère d'examens inutiles et coûteux, pièce à décharge de futurs procès. La plupart des médecins ne sont pas en mesure de résister aux pressions de ces deux ordres qui pilotent de concert la santé publique. Face à cette crise de la médecine, qui n'est pas simple crise d'intendance, on peut brièvement énoncer quelques pistes. Au niveau de la formation, il est temps de réformer les études médicales en adossant l'apprentissage des sciences physico-chimiques à des connaissances philosophiques, socio-historiques et anthropologiques fécondes, ce qui armera les esprits contre la dictature technologique du nouveau. Car le plus souvent, nous avons affaire à des mots de nature si dissemblables qu'il est absurde de leur appliquer systématiquement le même cadre univoque de raisonnement. Deuxièmement, au niveau de l'exercice. L'omnipraticien, celui qui soignait les insuffisances cardiaques à domicile, qui savait accoucher, qui ponctionnait des ascites et des plèvres, qui réparait les fractures, couturait les plaies et parfois faisait lui-même des clichés radiographiques, a disparu. Sa disparition, de fait, nous oblige à penser ensemble la fin du paiement à l'acte exclusif et du salariat hospitalier. Car ni le médecin fonctionnalisé et assujetti aux bonnes volontés de sa direction, ni le médecin harcelé par des considérations comptables ne peuvent exercer une médecine du nombre personnalisée. Il leur manque à chacun quelque chose. Pour le premier, une certaine forme de liberté, et pour le second, le caractère vivifiant de la délibération collective. L'exercice de tout médecin, à l'exception de ceux qui ont des tâches prioritaires d'enseignement ou de recherche, devrait ainsi se découper entre un temps de consultation et un temps de travail salarié adapté aux besoins de la région et de la population, qui pourrait être, selon les besoins et les désirs, un travail dans les services d'urgence ou de médecine, une activité dans les centres de prévention ou d'information sur les toxicomanies, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies émergentes ou orphelines, des lieux d'approche pluridisciplinaire, des singularités culturelles, la participation à des comités d'éthique. Enfin, en ce qui concerne le malade, l'accent est surtout mis sur un droit très étendu à l'information médicale. Mais le malade chronique est aussi confronté à l'enfermement dans sa maladie. Alors que l'on est malade accidentellement, et rarement par vocation ou par choix,
La maladie prend le dessus sur tous les autres aspects de l'humain. Et s'il est vrai que certaines pathologies finissent par déconstruire ou résumer entièrement un être, nous en sommes parfois responsables, ne serait-ce qu'en faisant des hôpitaux des lieux exclusivement destinés aux soins, comme si une salle de cinéma, une bibliothèque, un salon de loisirs ou de conversation ne pouvaient pas ou ne pouvaient plus y trouver leur place. Claude Cormand, 26 mars 2012.